Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce podcast à l'initiative de BWT France à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau 2024, une journée instituée par l'ONU en 1992 chaque 22 mars. Au niveau mondial cette année, le thème retenu est très géopolitique, l'eau pour la paix. Et bien dans ce podcast, nous allons être un peu plus terre à terre, un peu plus concret peut-être en parlant de la qualité de l'eau, de sa préservation essentiellement en France mais pas seulement et surtout des enjeux que cela représente pour les bâtiments et pour les industries. Trois invités m'accompagnent pour ce podcast. Tout d'abord Sébastien Marlier, directeur général de BWT France. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. On reparlera dans un instant plus particulièrement du groupe BWT et du pourquoi de ce podcast avec vous, mais je présente tout d'abord nos deux invités. Thierry Noël, tout d'abord, bonjour, vous êtes le président et le cofondateur de Consoneo Group, basé à Paris. Consoneo, c'est quoi ? Bonjour à tous. Consoneo, c'est un développeur de plateformes digitales dont la mission est de simplifier, accélérer, financer la sobriété sur les sujets d'eau, de déchets, d'énergie, dans l'industrie, à la maison et auprès des collectivités locales. Au cœur de notre sujet, donc merci Thierry. Stéphane Gilbert, bonjour. Vous êtes le président d'Aquasé qui a été créé à Limoges en 2015, une entreprise pionnière de l'efficacité de la transition hydrique. Que fait-on chez Aquasé, Stéphane ? Eh bien bonjour Jérôme, bonjour à tous. Nous, notre métier, c'est d'accompagner les industriels historiquement et puis de plus en plus les collectivités vers la sobriété hydrique, c'est-à-dire la réduction de leur consommation d'eau et la réduction de leur production de volume d'eau usée en utilisant principalement les sciences et techniques du digital. Merci à tous les deux d'être les invités de ce podcast. Sébastien Marlier, donc on le disait à l'initiative de BWT France, mais BWT c'est un groupe autrichien qui a plus d'une trentaine d'années. Quelques chiffres clés et surtout le cœur d'activité, vous nous le rappelez, de BWT. Oui, alors c'est un groupe maintenant international avec 85 filiales, 12 sites de production et vraiment toujours la volonté de faire le traitement d'eau, que ce soit du particulier aux collectivités, jusqu'aux industries, notamment l'industrie pharmaceutique. Et votre slogan, c'est partout où il y a de l'eau, il y a BWT. Exactement, c'est clair. C'est BWT for you on Planet Blue. C'est-à-dire que partout où il y a une consommation d'eau, une nécessité d'eau, BWT est là pour y répondre. En France, quelques chiffres clés, l'implantation française de BWT. Alors c'est la plus grande filiale du groupe, avec plus de 600 collaborateurs et 140 millions de chiffres d'affaires. Et la particularité, comme pour l'ensemble du groupe, c'est que nous maîtrisons toute la chaîne de valeur, de la conception à la fabrication, à la vente et surtout à la maintenance de nos installations. Alors pourquoi ce premier podcast de l'histoire de BWT France et pourquoi ce thème ? Vous êtes sorti du thème mondial de l'eau pour la paix, on va être, je l'ai dit, plus pragmatique. Pourquoi ce thème pour ce premier podcast ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'autres phénomènes, comme vous l'avez dit, géopolitiques ou énergétiques, mais c'est pour vous montrer que l'eau, c'est vraiment le sujet en devenir dans les 20 prochaines années, le trend, et c'est le bon moment pour nous de prendre la parole sur ce sujet, car il y a des solutions. Il faut rester optimiste aussi sur cette problématique. Messieurs, je commence avec vous, Stéphane Gilbert. Votre vision, vos engagements sur la préservation de l'eau qui va être un des fils rouges vraiment de cette émission ? Eh bien, en fait, moi, j'ai créé Aquasé parce qu'après une première expérience industrielle réussie, je me suis rendu compte que, contrairement à ce qui était fait, l'eau n'est ni inépuisable, ni inaltérable, ni gratuite, qu'elle est vraiment le fluide essentiel qui alimente toutes les activités humaines, industrielles et agricoles. Et donc, on était un petit peu tôt sur le marché en 2015 avec un SaaS qui avait pour objectif de réduire les consommations d'eau des sites. Mais voilà, notre engagement, c'est au quotidien de permettre aux industriels de consommer moins d'eau et de rejeter moins de polluants. Même question, Thierry Noël, votre vision de la préservation de l'eau. Je sais que vous n'aimez pas peut-être cette simplification, mais optimiste ou pessimiste ? Oui, très optimiste. On a la chance d'être dans une région du monde où l'eau est historiquement, et nos civilisations sont développées autour de l'eau puisqu'elle était abondante. Donc, dans ce contexte du changement climatique, en fait, qu'est-ce qu'on observe, c'est que, bien entendu, le problème est le carbone, mais le messager est l'eau. Et donc, aujourd'hui, on a les solutions techniques, on a les organisations. Ce qu'il faut, c'est qu'on évolue vers des comportements plus vertueux, que l'on évolue vers la mise en place de technologies
et que l'on traite cette ressource naturelle essentielle comme elle devrait l'être. Elle est présente partout et donc on a tout ce qu'il faut pour agir et se protéger et créer des opportunités à l'avenir pour changer de mode de vie autour de l'eau. Eh bien, c'est ce que l'on verra dans ce podcast. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, nous parlerons des principaux usages de l'eau, notamment dans l'industrie. Et d'ailleurs, l'industrie est-elle l'exemple à suivre pour les bâtiments collectifs et tertiaires? Nous reviendrons ensuite sur les déficits hydriques bien réels et ceux à craindre dans l'avenir. Il y a derrière cela des enjeux sanitaires, environnementaux et techniques liés à ce manque d'eau. Nous en parlerons donc avec vous 3. Et puis dans la 3e partie, c'est promis, une note plus positive avec des solutions. Beaucoup existent déjà avec des résultats aussi efficaces que rapides parfois. Il faut toujours essayer de satisfaire l'économie et l'écologie. La première partie donc de ce podcast consacré aux usages de l'eau, l'industrie, un exemple à suivre, point d'interrogation. Eh bien, on va tout d'abord recommencer par un état des lieux avec vous, Thierry Noël. L'industrie, on l'a dit, on le comprend, a bien évidemment besoin d'eau, mais précisément, quelle est la consommation et quelle est la consommation globale et sa répartition sur l'ensemble des marchés actuellement? Oui, donc aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des ressources eau disponibles, l'industrie prélève en France à peu près 10% de l'eau qui est disponible. C'est à peu près la moitié de ce qui est prélevé par les villes, les habitants et nos collectivités. Et entre les collectivités et l'industrie, on trouvera l'agriculture qui aussi prélève énormément d'eau pour produire. À noter, donc ça représente, alors quelques chiffres, ça représente 3,3 milliards de mètres cubes d'eau qui sont prélevés par l'industrie tous les ans en France pour alimenter toutes les activités industrielles. Et du coup, c'est aussi 3,3 milliards d'eau, alors moins de l'évaporation, qui sont aussi rejetés dans le milieu naturel après avoir été sérieusement transformés par les process industriels. À noter qu'on parle de l'industrie un petit peu en avance moteur depuis 1999, donc disons sur les 20 dernières années, l'industrie a diminué ses prélèvements de l'ordre de 20%, non pas par désindustrialisation, mais par bonne pratique et pour avoir été un petit peu en avance sur d'autres secteurs, sur justement la préservation de leurs ressources. Et on reviendra sur ces bonnes pratiques et sur cette avance. Quelques exemples quand vous parlez de l'industrie qui consomme de l'eau, quelques exemples très marquants, très frappants. On ne se rend pas compte que pour fabriquer 1 kilo de telle ou telle matière, il faut beaucoup, beaucoup d'eau. Oui, tout à fait. En fait, on s'aperçoit que pour quasiment tous les process industriels, à quelques exceptions près, on transporte l'eau. L'eau va servir à transporter de l'énergie, va servir à transporter de la matière, va rentrer dans les process industriels. Donc bien entendu, intuitivement, on pense bien que l'eau rentre dans les boissons, dans ces éléments-là. Mais par exemple, pour fabriquer 1 kilo de sucre, c'est 300 à 400 litres d'eau qui sont consommés par l'industriel. Donc le kilo de sucre pour notre café a consommé 300-400 litres d'eau. Si on prend un kilogramme d'acier qui va être donc après transformé dans l'industrie automobile, avant ces transformations, 1 kilogramme d'acier va consommer 300 à 600 litres d'eau. C'est énorme aussi. Vous l'évoquiez il y a quelques instants de l'avance prise par l'industrie. Je me tourne vers vous, Stéphane Gilbert. On dit souvent que l'industrie donc, a 10 ans d'avance sur le collectif et le tertiaire et qu'elle est pionnière de la maîtrise de la consommation et de la préservation de l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ? Alors, en tout cas, certains leaders sectoriels ont pris le sujet à bras-le-corps il y a plus d'une dizaine d'années, que ce soit sur la maîtrise des consommations ou sur la compréhension de leur impact sur les milieux naturels. Très historiquement, on peut même parler de l'industrie du traitement de surface qui, dès le début des années 80, prenait ces sujets à cœur parce qu'en fait, il y avait des pollutions qui créaient des mortalités piscicoles. Donc, eux, ils sont très en avance de phase, mais dernièrement, il y a des très grands groupes industriels comme par exemple L'Oréal avec son projet Waterloop ou le groupe Arkema avec les projets Optimo. Ça fait 10-15 ans qu'ils travaillent sur une nette amélioration de leur consommation et sur une meilleure maîtrise de leur rejet. Indéniablement, oui, l'industrie s'occupe de ce sujet-là depuis plus d'une dizaine d'années, en tous les cas pour un certain nombre de leaders sectoriels. Vous citiez L'Oréal, Sébastien Marlier, c'est un de vos clients. Vous avez un exemple concret à nous parler, donc à nous révéler sur ce client-là et sur cet exemple-là.
Oui, tout à fait, Jérôme. L'Oréal, sur le site de Libramont, très vite, ils ont été sous contrainte de faire des économies d'eau. Ils nous ont sollicité et rien qu'en faisant un bon usage de leur recyclage d'eau et notamment de leur station d'épuration, nous avons réussi à leur faire économiser 60 millions de litres d'eau par an. Et on voit on n'est qu'au début de l'histoire, puisque grâce à leur projet Waterloop, on va maintenant creuser et voir d'autres gisements d'économie d'eau au sein de leurs différents sites. Thierry Noël, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que cette même avancée, elle se voit dans les industries qui bossent en B2B, mais peut-être plus encore sur celles qui bossent en B2C, donc avec une liaison directe avec le consommateur, donc la pression des consommateurs. On est là au cœur d'un sujet qu'on réabordera sur l'image. Oui, tout à fait. En fait, tous les industriels sont soumis à un environnement réglementaire commun. Et ce qu'on observe, c'est selon l'activité, les industries qui sont tournées vers de la grande consommation et des marques, en fait, vont typiquement au-delà de la réglementation parce que ça correspond à une demande du consommateur, du citoyen, pour qui le sujet de la préservation de la ressource en eau est maintenant un vrai sujet à l'esprit, sujet très symbolique. On est aussi en train d'observer un mouvement avec les sécheresses récentes que l'on a tous connues et vécues, où en fait maintenant les industriels sont en train de comprendre le sujet de l'eau comme un risque opérationnel, voire un risque stratégique. Et on voit que maintenant soudainement le sujet de l'eau est à l'ordre du jour des actionnaires et des comités de direction des entreprises, alors que jusqu'il y a une dizaine d'années, c'était un sujet opérationnel, réglementaire, local. Pur, voilà. On voit que maintenant, c'est un sujet qui couvre l'ensemble des activités d'une entreprise et qui intéresse ses actionnaires, qui est un sujet de stratégie et de risque à l'échelle de la direction, et bien entendu un sujet opérationnel sur chaque site. Et à propos de risques et de risques opérationnels, l'usine Tesla de Berlin, justement, est victime du déficit hydrique. Racontez-nous cette histoire Voilà, dont on a parlé dans l'actualité il y a quelques temps. C'est un très bon exemple et les exemples sont nombreux dans le monde et ne sont pas que dans les pays désertiques, puisque en effet l'exemple Berlin que l'on n'associe pas forcément avec des problématiques de manque d'eau. Aujourd'hui, Tesla n'arrive pas à ouvrir ses nouvelles usines pour des problématiques de gestion de l'eau, pour des problématiques de qualité de rejet, pour des problématiques d'accès à l'eau et pour des problématiques de partage en fait avec les autres usages sur le bassin versant. Donc on voit que même en Allemagne, avec une société comme Tesla, l'eau devient en fait une contrainte stratégique qui décale l'ouverture d'une de leurs plus grosses usines au monde. Est-ce que les différents pays, les différentes parties du monde prennent conscience des choses de la même façon? Qu'est-ce que vous avez comme exemple dans d'autres parties du monde ou dans d'autres pays européens? Alors, ce qui est clair, c'est que les pays qui sont le plus soumis au stress hydrique de manière naturelle, comme autour du bassin méditerranéen, l'Espagne, le sud de l'Italie, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, ont bien entendu eu l'obligation de prendre les choses en main un peu plus tôt, mais on s'aperçoit maintenant, depuis 2 ans, qu'aucun pays n'est à l'abri, en fait. Donc c'est vraiment la bascule. Avant, on se disait, oui, c'est que les pays avec stress naturel. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment plus de zones où il n'y a pas de risque de stress naturel. Ça, c'est un grand changement. L'Espagne, bien sûr, qui a démarré il y a très longtemps même en étant le premier réutilisateur des eaux industrielles. C'est dans les pratiques, c'est systématique. On reviendra sur le plan eau en France dans quelques instants. L'Espagne l'a mis en œuvre il y a de nombreuses années. C'est le dessalement est utilisé massivement. Moyen-Orient, bien entendu, développe énormément ses capacités. Un mot de la Californie aussi, qui est très soumise à ces... Oui, et on voit même la Californie, 110 millions d'habitants, 4e économie mondiale, je pense, si on la classe, qui aujourd'hui, par exemple, va jusqu'à, à l'échelle de chaque bâtiment, imposer la réutilisation des eaux usées pour des usages d'arrosage ou locaux dans chaque bâtiment, dans chaque immeuble. Vous vouliez parler aussi, Sébastien Marlier, de l'exemple de la Belgique qui, elle aussi, fait un bond en avant avec des nouvelles obligations.
Oui, ce qui est intéressant avec l'exemple belge, c'est que là, on n'est pas encore sous contrainte, puisque c'est un territoire qui est pas encore trop sous stress hydrique par rapport aux exemples qu'a donné Thierry, mais c'est le législateur qui a incité. Il y avait déjà une prise de conscience du particulier, mais le législateur a institué que chaque nouvelle construction de maison individuelle devait récupérer son eau de pluie pour l'utiliser à des fins d'arrosage au minimum ou de lavage. Et cette décision législative a permis de passer de 10%, 10-20% comme en France de récupération d'eau de pluie à quasiment 100% pour le bâtiment neuf. Et maintenant, après une dizaine d'années, on a 80% de bâtiments individuels, maisons individuelles, qui sont équipés pour récupérer l'eau de pluie. Et pour ce qui est de la France, on parlait des évolutions donc, de différents pays. Venons-en donc à la France, je me tourne vers vous Stéphane Gilbert, avec une réglementation dont on parlera plus longuement dans une autre partie, mais quand même on sent que les choses bougent non seulement dans les consciences, mais aussi de fait dans les réglementations. Oui, tout à fait. L'ADREAL, donc finalement les gens des préfectures, hein, l'État français, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement, est clairement en train de faire évoluer les choses en demandant notamment aux industriels qui consomment plus de 100 000 m3 de faire à la fois des réductions de consommation structurelle, c'est-à-dire vous devez 10% d'économie d'eau d'ici 2025, mais pas seulement. On voit apparaître dans de très nombreux arrêtés préfectorales ce qu'on appelle des réductions conjoncturelles, c'est-à-dire que l'industrie doit se préparer à pouvoir modifier la manière dont il opère son usine pour pouvoir réduire sa consommation d'eau jusqu'à 25% lorsqu'est pris un arrêté de sécheresse dans la zone considérée. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, ces réductions structurelles. Vous allez faire des économies, mais aussi vous allez vous préparer en fait au fait que le stress hydrique et les phénomènes de pénurie sont en augmentation de fréquence et de se préparer à avoir une diminution de fréquence. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le plan eau, il y a bien entendu aussi le décret réutilisation en agro pour la filière agroalimentaire qui va leur permettre de pouvoir réutiliser une partie de leur eau dans leurs procédés. On voit bien que là, les sécheresses des 2 années précédentes, 2021-2022, sont en train de faire évoluer nettement les états d'esprit et la réglementation en France également. Je reste avec vous Stéphane Gilbert sur pourquoi cette anticipation, donc on l'a dit, de l'industrie par rapport à d'autres marchés. C'était une obligation vraiment. Il n'y a plus le choix. Vous le dites souvent, un mur s'approche. Là, il faut vraiment qu'on y aille. Ce qui est peut-être pas tout à fait évident pour les auditeurs qui ne seraient pas des industriels, c'est qu'il faut bien comprendre qu'un grand site industriel, son premier intrant en tonnes, la première matière première qu'il va consommer, c'est de l'eau. C'est le premier intrant unitaire. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle est absolument partout dans l'usine. Elle est utilisée pour laver, pour rincer, pour dissoudre, pour diluer, pour chauffer, pour cuire. En fait, en tant que fluide thermique des utilités et des process et ou ingrédients et matières premières, l'eau est le premier intrant d'une usine. Et donc, forcément, la performance industrielle, elle est forcément intimement liée à la manière dont on va gérer ce fluide, qui est encore une fois très utilisé pour l'énergie ou en tant qu'ingrédient. Alors bien sûr, les industriels, au départ, ils ont géré l'énergie, parce que l'énergie coûte apparemment beaucoup plus cher que l'eau. Et je dis apparemment parce que les coûts de l'eau sont une vraie problématique d'évaluation. Mais aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de progrès sur les énergies, et forcément, ils se rendent bien compte que dans un monde en raréfaction, cette ressource qu'on vous vivait un peu comme quelque chose d'illimité, et qui est limité, est un facteur pour eux à la fois de performance, mais comme le disait également tout à l'heure Thierry, c'est un enjeu de business continuity pour eux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau, je ne peux pas faire tourner mon usine. Donc ils ont vraiment dû anticiper cette réalité-là, parce qu'effectivement, leur continuité business et leur performance industrielle étaient très très liées à la manière dont ils gèrent l'eau. Et Sébastien Marlier, ces problématiques, elles vont aussi de plus en plus vers les autres marchés, pas simplement le marché de l'industrie. Oui, c'est vrai que l'industrie est précurseur, mais on voit, je prends l'exemple du particulier ou des collectivités. Maintenant, la prise de conscience commence par les économies d'énergie, puisque un mauvais traitement d'eau, par exemple, ou un non-traitement de l'eau pour un particulier, il faut savoir que juste 1 millimètre de calcaire sur un émetteur de chaleur, c'est 7-8% de surconsommation énergétique. Seul millimètre. Un seul millimètre. Et on sait qu'après 7 ans sans traitement d'eau dans une maison où vous avez de l'eau calcaire ou des polluants, c'est 25% de consommation énergétique en plus. Donc c'est la première prise de conscience pour les particuliers. Et pour les collectivités, là, il y a une autre problématique, c'est que
c'est un bien qui appartient à tout le monde, et donc la prise de conscience est plus difficile pour les utilisateurs. Mais c'est plus compliqué pour les collectivités parce que il y a trop de réglementation, il y a des contraintes aussi techniques. C'est quoi les principales contraintes? Là, je m'adresse à vous trois pour que ce qui a commencé à bien fonctionner dans l'industrie fonctionne aussi bien. Alors, on a parlé des particuliers, mais là, plutôt dans le tertiaire et le collectif. C'est quoi les principaux freins? Je ne sais pas qui veut prendre la main. Stéphane, peut-être? Ou allez-y, Sébastien. Oui, excusez-moi. C'est d'abord un problème de réglementation. C'est vrai qu'on a une réglementation qui est très conservatrice. Le principe de précaution est important en France et on parle de potabilisation, d'eau potable, de santé publique. Et donc, il est très important pour le législateur de préserver cette qualité d'eau et ses problématiques et de préserver ces problématiques de santé. Donc, pour traiter ces eaux pluviales ou les réutiliser ou traiter les eaux usuelles, c'est pas facile de faire ça sur un bâtiment qui est ancien, qui est à rénover, et le faire sur un bâtiment neuf, dès le départ, c'est très coûteux, puisqu'il faut double réseau, il faut double canalisation, double installation, et des connaissances très spécifiques en termes de conception de bâtiment. Et en un mot, votre responsabilité telle que vous la concevez chez BWT, c'est quoi? C'est de responsabiliser pour que les choses aillent un peu plus vite? Oui, c'est juste. Et là, on essaie de s'adresser à tous les acteurs, notamment le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le législateur. Alors on le voit, donc l'économie a besoin d'eau, nos activités ont besoin d'eau, la prise de conscience est de plus en plus que cette ressource est limitée, elle est de plus en plus forte. Les acteurs privés, les acteurs publics, vous venez de le dire, prennent le sujet à bras le corps. On va poursuivre ce podcast avec un point sur le déficit hydrique et sur les enjeux liés justement à ce déficit. C'est la suite donc de ce podcast à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau consacrée à de nombreux enjeux. On va parler des enjeux sanitaires, environnementaux et techniques. On le soulignait donc à l'instant, l'eau et son accès seront l'un des principaux enjeux de l'humanité dans les prochaines décennies. On entend de plus en plus parler de raréfaction de la ressource eau. Tout d'abord une question, je reste avec vous Sébastien Marlier. On se dit que l'eau, ça couvre plus de 70% de la surface de notre Terre. Alors pourquoi ce paradoxe? On manque d'eau, mais il y en a presque les 3/4 de la Terre, c'est de l'eau. Oui, alors quand on parle d'eau, on parle beaucoup d'eau salée, on parle d'eau des mers, des océans, mais il y a vraiment 1% d'eau douce, et sur ce 1% d'eau douce, seulement 2,5% sont accessibles. Donc on voit que la ressource est tout à fait limitée. Absolument, et on disait, je me tourne vers vous Thierry Noël, vous le disiez, donc 2,5% de l'eau est de l'eau douce, et il est plus simple, c'est ce que vous me disiez, je crois, de traiter l'eau de puits, puis l'eau de pluie, puis l'eau de mer. Qui m'a dit ça pendant qu'on préparait cette émission? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en effet, quand on regarde la planète, il y a 97,5% c'est de l'eau salée, qui est très coûteuse. Extraire le sel de l'eau, c'est très coûteux en énergie et très compliqué. Et puis sur la partie qui est douce, donc les 2,5% restants, il y en a quand même 70% qui sont dans les pôles, les glaciers, et qui ne sont pas accessibles. Donc en effet, la plus simple à traiter, c'est l'eau qui est douce, potable, qu'on a près de chez nous. Après, plus la salinité augmente, plus le traitement est compliqué, plus c'est consommateur d'énergie. Stéphane Gilbert, on va revenir donc à des chiffres. Quelles sont les prévisions en matière de déficit hydrique? On va se concentrer d'abord sur la France. Vous connaissez bien le quart sud-ouest de la France, vous allez nous en parler, mais extrapoler aussi au niveau national, s'il vous plaît. Alors, effectivement, l'eau, c'est très local. Il faut bien comprendre que la situation de Lille n'est pas la situation de Dunkerque, même si c'est pas loin, que la situation de Guéret n'est pas la situation de Montluçon, même si c'est pas loin. L'eau, c'est extrêmement local. C'est lié à la géologie, à la pluviométrie, à l'altitude, c'est lié à tout un tas de facteurs. Donc, si on veut se projeter, je vais commencer par faire du local avant d'aller au national. Sur le bassin Adour-Garonne, la France est décomposée en plusieurs bassins versants. Donc, le bassin Adour-Garonne, c'est un très grand bassin dans le sud-ouest où, quand une goutte d'eau tombe, elle finit dans l'océan Atlantique. Ce bassin Adour-Garonne a connu en 2021 une sécheresse relativement record où on était à moins 260 millions de mètres cubes à l'étiage par rapport à la normale. En 2050, il est annoncé
annoncé 1,2 milliard de mètres cubes de déficit. Ça veut dire Cinq une fois sécheresse plus. 5 fois plus importante. Il faut bien comprendre que quand la sécheresse sera 5 fois plus importante qu'en 2021 ou en 2022, il va y avoir des arbitrages indispensables à faire entre est-ce que j'arrose les champs, est-ce que je refroidis les centrales thermiques ou est-ce que j'alimente la population en eau potable, parce que de juin à août, on sera plus capable de faire tout en même temps. C'est ça la notion de stress hydrique, c'est finalement utiliser plus d'eau que ce qui est disponible à ce moment-là, à cet endroit-là. Et si on veut généraliser à la France, bien entendu, ce qui est annoncé d'ici 2050, c'est de moins 40 à moins 45% de débit d'eau dans les cours d'eau. Et on se rend tout de suite compte que moitié moins d'eau dans toutes les rivières, ça va poser un certain nombre de questions à l'ensemble des activités, parce que, encore une fois, l'ensemble des activités dépendent de l'eau. Quels sont les enjeux et les risques environnementaux de cette raréfaction de la ressource eau? Je m'adresse à tous les trois. Je commence avec vous, Thierry Noël. Oui, par rapport à la problématique climatique, en fait, on s'aperçoit que l'eau est l'expression est là où s'expriment les problématiques climatiques. On parle du manque d'eau, on parle de sécheresse, mais tout le monde constate aussi les inondations, les tempêtes, etc. On a vu dans le Nord des exemples très récents d'inondations répétitives. Donc, en fait, l'eau vraiment exprime la problématique climatique. Elle l'exprime de plusieurs manières, par sa quantité, mais aussi par sa qualité, par son usage et par la capacité à... En fait, il va falloir qu'on s'adapte à ces problématiques climatiques. Et s'adapter veut dire gérer les problématiques liées à l'eau. Même question, Stéphane Gilbert, voilà, sur les enjeux environnementaux, voire sanitaires aussi, bien sûr, de cette raréfaction. Alors, il faut bien comprendre aussi que souvent, on parle de moyenne globale. Voilà, il va y avoir moins 45% de débit dans les cours d'eau. Alors, c'est bien pour prendre conscience, mais en fait, finalement, localement, ça ne veut rien dire, parce que moins 45% de débit dans le cours d'eau, ça veut dire aussi des périodes de temps où il n'y a plus d'eau dans le cours d'eau, ce qu'on appelle les ASEC. Le nombre d'ASEC en France est en très nette augmentation sur ces dernières années, et donc les aléas climatiques dont parle Thierry, c'est effectivement des phénomènes qui sont plus intenses. Donc pleuvoir beaucoup à un moment et plus pleuvoir du tout pendant une certaine période, c'est un vrai problème parce que à la fois inondation, puis ensuite à sec dans les rivières. La truite, quand elle a connu un à sec, la truite, on la réarrose, elle ne revit pas. Donc les conséquences environnementales de ces transformations du cycle de l'eau vont être très importantes pour la biodiversité et pour nos environnements, et donc par ricochet, forcément, pour les risques sanitaires et les risques humains. C'est une évidence. Et les risques de pollution, Sébastien Marlier. Oui, tout à fait. En fait, on fait face à un double phénomène qui va rendre la problématique exponentielle. D'abord, la raréfaction, on en a parlé, puis la pollution. Du fait de ces deux phénomènes, ce n'est pas 1 et 1 font 2, c'est 1 et 1 font 3, 4. Car on va avoir de plus en plus de problématiques d'eau polluée, car il y en a de moins en moins. Et là, je pense notamment à tous ces problèmes de nitrates qu'on peut voir en Bretagne, tous ces problèmes de PFAS qu'on peut voir dans le couloir rhodanien, avec des concentrations qui commencent vraiment à s'accélérer. Et on est vraiment, dans certaines régions, à des limites de potabilisation. Un mot de l'actualité, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on est au printemps 2024, qu'il a beaucoup plu. On nous parle du niveau des nappes phréatiques qui réaugmente. Stéphane Gilbert, je me tourne vers vous. C'est un phénomène ponctuel. Il faut se satisfaire de ce qui se passe là, ou comment est-ce qu'on... Parce que c'est compliqué en termes de communication de dire on manque d'eau alors que ça fait 6 mois que la France est sous l'eau. Expliquez-nous un peu comment on gère ça. Alors en fait, il fait beau quand il pleut. C'est ça qu'il faudrait arriver à rentrer dans l'esprit des gens et notamment des médias où effectivement on voit toujours il fait beau, c'est super et donc c'est très bien, il faut se réjouir qu'il ait beaucoup plu ces 6 derniers mois, mais il faut bien comprendre que tous ces événements là ça prend aussi du temps, c'est-à-dire que si on a plusieurs années de fortes eaux durant l'hiver, et encore une fois il faut qu'il pleuve durant l'hiver, hein, c'est quand la végétation est à l'arrêt, sinon en fait l'eau est directement absorbée par la végétation, donc ça recharge les nappes et ça c'est très positif, mais là encore, c'est l'idée d'aléa. On sait qu'on va vers un moins d'ici 2050, tous les scientifiques le disent. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est très bien qu'il pleuve cette année, espérons qu'il pleuve l'année prochaine, mais globalement, ça veut dire aussi que par certains moments, les 250 millions dont je parlais tout à l'heure, peut-être que dans 2 ans, ce sera moins 750. La difficulté avec les problématiques de modification climatique, c'est les risques d'aléas qui augmentent brutalement. Et donc, réjouissons-nous qu'il est beaucoup plu durant cette période d'hiver parce que ça recharge les nappes, mais globalement, ça ne règle pas le problème pour autant.
On a parlé donc des enjeux réglementaires, des enjeux environnementaux, sanitaires entre autres, parlons des enjeux techniques et d'infrastructures, mais aussi réglementaires avec vous, Sébastien Marlier. On a commencé à parler un peu de la réglementation. On en est où un peu de sémantique par rapport à tous les usages de l'eau, les possibilités de les réutiliser, de les réinjecter. Parlez-nous de cette thématique, Sébastien. Oui, le législateur essaie donc de travailler sur tous les domaines de l'utilisation de l'eau. Il a commencé bien sûr d'abord sur le milieu industriel, on en a déjà parlé, après il a commencé à travailler sur les utilisations de l'eau, notamment la réutilisation des eaux usées ou des eaux de pluie. Comme on l'a expliqué auparavant, on sait très bien que l'eau la plus facile à traiter pour la rendre consommable, c'est l'eau que l'on puise dans les sols. Après, c'est l'eau qu'on peut récupérer par la pluie. Et la plus difficile, on en a aussi un peu parlé, et c'est vraiment quand on est sous contrainte, c'est l'eau de mer. Et donc, il travaille sur ces différentes spécificités de l'eau et eau de puisage, et après, pour faire des économies et inciter les utilisateurs, que ce soit les industriels, les collectivités, les particuliers, travailler sur leur utilisation et leur réutilisation. Vous m'avez cité déjà le plan eau. J'aimerais, Thierry Noël, qu'on parle de ce plan eau qui a été donc initié par le gouvernement en 2023. Alors, c'est un plan pour une première fois officiel, même si ça fait de très nombreuses années que des incitations, des directives sont mises en place. C'est une étape importante pour vous, ce plan qui quand même est essentiellement adressé à l'industrie. Oui, tout à fait. Alors, dans ce plan, il y a plusieurs facteurs. Alors, en effet, il est très tourné vers l'industrie, avec en particulier la réutilisation par les industriels pour différents usages. Donc on crée une nouvelle ressource d'une certaine manière par la réutilisation. C'est aussi un plan qui pousse vers le moins de consommation. La meilleure eau, c'est celle qu'on ne consomme pas en termes de renouvelables. Donc il insiste sur ce sujet, il engage le sujet de la réutilisation avec les industriels, et en partie, derrière tout ça, il y a énormément de simplification administrative sur un sujet qui couvre les problématiques de santé, qui couvre des problèmes d'aménagement, qui couvre des problèmes économiques. Et moi, je pense que ce premier pas d'un plan eau qui amène à plus de simplification va permettre en fait de lancer une dynamique qui fait que l'adaptation par rapport aux problématiques de l'eau sera plus simple, plus efficace. Et on commence avec l'industrie. Vous partagez cette confiance, Stéphane Gilbert, sur le fait que c'est un premier pas, une première étape et que c'est important parce que ça va sensibiliser le plus grand nombre d'acteurs? De toute façon, quand on est dans un monde qui rentre en restriction, bien entendu qu'il va falloir mettre en place des stratégies et que les comportements de chacun sont très importants. Donc je pense que ça fait date de faire un plan eau, de demander des plans de sobriété hydrique aux grandes filières industrielles, que forcément c'est un premier pas vers une amélioration de la compréhension des risques liés à l'eau, et en cela c'est extrêmement positif. Après, effectivement, comme tout premier pas, on attend les autres, hein. Ça concerne que l'industrie, assez peu l'agriculture, et qui pourtant est un très grand utilisateur d'eau. Ça traite absolument pas, de mon point de vue, des problématiques de conflits d'usage qui vont apparaître et qui vont devoir être pris en charge aussi par les gouvernements. Donc c'est un premier pas. Réjouissons-nous de ce premier pas, de mettre sur le débat public le fait que l'eau est un enjeu pour nos sociétés, mais bien entendu, ce pas devra être complété par d'autres d'un point de vue réglementaire pour l'ensemble des thématiques et pas seulement l'industrie. Eh bien, on va le voir en effet, ce sera notamment le sujet de la suite de l'émission, repenser nos usages de l'eau qui nécessitent une implication de tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'eau, mais aussi de tous les acteurs économiques. La bonne nouvelle, c'est qu'on va essayer de parler d'économie imaginative plutôt que restrictive. Il existe des usages intelligents de l'eau et des innovations technologiques pour mieux consommer et utiliser cette ressource eau. Merci de continuer à nous suivre pour ce podcast, donc à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, avec mes trois invités, Sébastien Gilbert, Thierry Noël et Sébastien Marlier. Alors on l'a évoqué depuis le début de cette émission, si chaque geste compte, certaines initiatives ont des conséquences importantes en termes de volume d'utilisation de l'eau. Et dans ce contexte, certains acteurs ont un rôle majeur à jouer, à commencer par les acteurs donc de toute la chaîne de la valeur de l'eau. Ces acteurs, qui sont-ils? Quels sont leurs rôles respectifs? Je vous donne la parole tout d'abord, Sébastien Marlier. Alors, en premier, bien sûr, c'est le distributeur. Il a une forte implication, d'abord pour l'organisation de la fourniture de l'eau, mais aussi il peut avoir un impact par rapport à la tarification de l'eau. Pour l'instant, l'eau a une faible valeur en euros par mètre cube, entre 3 et 5 euros en France, et on peut penser à une tarification plus incitative à faire des économies.
Après, on a le fabricant d'équipements, comme BWT, qui est là pour former les acteurs professionnels à la mise sur le marché d'appareils économes en énergie, les digitaliser, parce qu'on parle souvent du produit, mais très peu de la maintenance, et la digitalisation peut faire baisser ses coûts de maintenance. Et enfin, les installateurs, qui sont là pour installer ces installations dans les règles de l'art, sans oublier les bureaux d'études qui sont là pour imaginer le futur et répondre à ces contraintes de raréfaction et de diminution de la qualité de l'eau. Et Stéphane Gilbert, vous dites que tous ces professionnels ont un vrai rôle éthique et déontologique dans ce combat dont on parle depuis le début du podcast. Bah oui, parce qu'ils sont sachants. Ils ne peuvent pas ignorer toutes ces réalités. Ils sont à la manœuvre, j'ai envie de dire, hein, que ce soit de la distribution ou du traitement. Et donc, ils vont devoir, finalement, dans leur métier, devoir continuer et amplifier l'alerte sur les risques pour améliorer les comportements. Bien entendu, sensibiliser, imaginer les nouvelles solutions techniques pour confronter ce monde en restriction. Et j'ai même envie de dire, imaginer des nouveaux business models. On parlait avec Thierry quelques minutes avant le podcast de la valeur nette produite. Il faudrait que la valeur nette produite de l'eau qu'on ne consomme pas soit supérieure à la valeur nette produite de l'eau que l'on consomme. Et ça, c'est un vrai bouleversement dans les business models liés à l'eau qui sont très souvent associés à la quantité consommée et à la quantité de polluants émises. Donc, il y a des vrais enjeux technologiques, sociologiques, de modification de comportement, mais bien entendu économiques, de modification même des business models. Et donc là, on a vraiment besoin de faire preuve d'éthique pour ce fluide qui est si important pour toutes les activités. Thierry Noël, vous, votre opinion sur le rôle respectif des différents acteurs de la chaîne de l'eau? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le régulateur ou les États, que ce soit d'ailleurs l'Union européenne, c'est un sujet mondial, mais que ce soit l'Union européenne ou le gouvernement français, mettre en place un nouveau type de normes qui affectent le secteur de l'eau, qui sont plutôt des normes, on va dire, extra-financières, ou des normes liées à des notions de risque. Donc déjà, aujourd'hui, de plus en plus, il va falloir expliquer comment on utilise l'eau, quelles mesures sont prises, comment on adapte le modèle économique, comment on évalue les risques d'opportunité. Ça, c'est un nouveau cadre réglementaire tout frais de l'Union européenne. Donc ça va déjà pousser toute cette chaîne de valeur à réfléchir sur comment je gère de manière collaborative avec mes concurrents, mes fournisseurs et mes clients, cet aspect-là sur son ensemble. Donc il va falloir qu'ils se réinventent, ils sont en train de le faire, on peut leur faire confiance pour le faire. Je pense qu'il y a un autre élément aussi qui est essentiel et qui aujourd'hui, que cette chaîne de valeur des acteurs de l'eau doit intégrer, c'est le sujet comportemental. Moi, j'ai été frappé de voir que la France a baissé sa consommation d'énergie de manière significative en disant aux gens, mettez le thermostat à 19 degrés. Disons aux Soyez gens, sobre, voilà ce qu'on leur a dit. Disons aux gens, au lieu de consommer 250 litres par jour par personne, consommez-en 180. Et ça, on le mesure comment? C'est facile à mesurer dans notre quotidien? Chacun a un compteur d'eau. À son compteur d'eau, il faut lire le compteur, divisé par le nombre de jours, le nombre d'habitants, et on aura le résultat. Et on pourra très facilement le faire. Un mot, Sébastien Marlier, sur cette thématique. Oui, c'est ce que dit Thierry est très juste. On voit chez nous, chez BWT, que notre métier est en train de changer. Il y a 10-15 ans, nous étions très sollicités pour vendre des installations d'eau. Maintenant, on est sollicité pour vendre des installations de traitement d'eau économes. Mais surtout, il y a vraiment un rôle de conseil et de bonne pratique. C'est-à-dire que nos clients nous demandent des conseils pour changer leur comportement. Et c'est toujours associé maintenant à une installation de traitement d'eau et un changement de comportement au sein de l'usine, au sein des collectivités, ou voire même le particulier qui nous demande des conseils pour diminuer sa consommation d'eau. Un exemple peut-être chez un de vos clients, Dossi, dans le Morbihan. Oui, tout à fait, Dossi, qui est dans le Morbihan, qui est dans l'agroalimentaire, qui traite des tonnes et des tonnes de légumes par an, avec beaucoup d'eau de lavage. Et grâce à nos installations, et c'était sur sa demande, nous avons pu réduire de plus de 100 000 m3 par an sa consommation d'eau, ce qui représente quand même la consommation d'une ville de 2000 personnes pendant un an. Et ça a été fait, ils étaient surpris de la facilité dont ça a pu se faire, que ce soit technique, puisque maintenant la technique, on la maîtrise et c'est parfaitement faisable, mais aussi en termes financiers. Le retour sur investissement était d'autant plus rapide qu'il a été facilité par l'agence de l'eau qui a financé 30%, 35% de l'installation. Chez d'autres clients, vous avez tous les deux, Stéphane Gilbert et Thierry Noël, des clients aussi que vous conseillez, que vous accompagnez. Comment sont perçues ces nouvelles mesures? On a dit que l'industrie était très sensibilisée depuis très longtemps. Est-ce que le mouvement vraiment est enclenché, selon vous, Stéphane Gilbert?
Ah oui, moi, quand j'ai commencé en 2015, par moment, j'avais l'impression d'être un évangéliste, hein, de prêcher, de prêcher. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je pense que ce soit par la compréhension des impacts de business continuity, des restrictions de production, d'injonctions réglementaires liées à des non-conformités sur les rejets. On voit bien qu'aujourd'hui, chez les industriels en France et en Europe de l'Ouest, le sujet de l'eau, il est clairement sur la table, avec des industries qui, là encore, vont devoir aller de l'avant, notamment à des évolutions réglementaires, hein. Il est évoqué que à partir de 2025, l'industrie pharmaceutique en Europe ne devra plus rejeter d'actifs pharmaceutiques derrière leur activité. Et là encore, ça va pousser effectivement à de très nettes évolutions sur la manière dont on gère les effluents des industries pharmaceutiques. Donc, non, l'industriel aujourd'hui, il a quand même bien compris que c'était un enjeu décisif pour sa compétitivité et pour sa conformité. Donc, non, la question est sur la table. Après, effectivement, suivant les groupes, les techniques de ROI, la volonté d'avancer ou pas, les choses vont plus ou moins vite. Mais indéniablement, le sujet, la prise de conscience est faite. Et la même adhésion voilà, dans ce qu'on appelait le tertiaire et le collectif, et chez les particuliers, parce que c'est aussi un autre enjeu, même si la consommation est un peu moins faible que dans d'autres secteurs. Mais est-ce qu'il y a cette même adhésion, selon vous? Moi, je pense que la population a vu, notamment à cause des dernières sécheresses, un impact évident sur. Je veux dire, aujourd'hui, le sujet de l'eau, il est dans les news, il est régulièrement mis sur la table dans les masses médias, et que forcément, ça aboutit à un éveil de la population. Après, je reste persuadé que cette éducation comportementale est encore à faire, et qu'il y a encore énormément à faire. Tout est à réinventer et devant nous, hein. Ça c'est sûr. Et donc la prise de conscience est faite. Elle n'est pas encore forcément complète dans la population. Elle va continuer d'avancer. Voilà, le chemin est devant nous pour passer d'un monde illimité, où la ressource était illimitée, à un monde en restriction. Forcément, ça va nécessiter pas mal de travail devant nous, hein. On va terminer avec chacun de vous trois sur quelques conseils et des bonnes pratiques à tous ces acteurs dont on a parlé. Je commence avec vous, Sébastien Marlier, vers les particuliers. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter quand on est un particulier en matière de préservation de l'eau? En écoutant Thierry et Stéphane, et faisant le rapport avec la prise de conscience qu'il y a eu sur les énergies, pour le particulier aussi, hein, on a vu ce qui s'est passé depuis 2 ans avec ces problématiques de tarification de l'énergie. C'est vraiment lié, faire comprendre aux particuliers que faire des économies d'énergie, c'est aussi avoir une bonne gestion de son eau dans sa maison. Et là, les législateurs, puisque la prise de conscience est là, c'est ce qu'a dit Stéphane, que le législateur aide à cette prise de conscience pour qu'il soit plus incitatif à ce que les particuliers traitent leur eau et une gestion de leur eau, et surtout changent leur comportement pour minimiser leur consommation. Stéphane Gilbert, je reviens vers vous. Vous nous parliez donc des pratiques vertueuses de l'industrie, mais s'il y avait d'autres bonnes pratiques, d'autres conseils à leur donner pour accélérer ce mouvement? Je vais rebondir sur la formule de Thierry que je trouve géniale, quoi. Le premier mètre cube d'eau réutilisable, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et donc je pense que toujours ce qui est très important, c'est les usages. Améliorer la performance des usages. Il faut faire la révolution des usages. C'est-à-dire, quand on est dans une démarche de sobriété, le premier pas, c'est d'abord identifier ces usages et les réduire. Et une fois qu'on a fait ça, on peut réutiliser, on peut recycler, on peut diversifier ses ressources d'approvisionnement en prenant l'eau de pluie, il y a vraiment beaucoup de stratégies. Mais forcément, le premier bon conseil, que ce soit pour tous, en fait, une très grosse industrie, mais comme le particulier, pour pouvoir agir sur un comportement, il faut l'identifier. Et pour l'identifier, il faut le mesurer. Et donc, ce qui est très important, c'est de comprendre ces usages de l'eau, de les identifier. Et à partir de là, on peut commencer à agir. Et Thierry Noël, comment peut-on commencer à agir dans le bâtiment et le tertiaire et les collectivités? On a vu qu'il y avait un petit peu de retard, quelques freins, notamment réglementaires, mais pas seulement. Quels sont pour vous les bons conseils et les bonnes pratiques? Oui, je pense qu'en plus, dans le bâtiment et tertiaire, en fait, on a tous les outils. Quand on regarde les efforts qui sont mis en place d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue financier, d'un point de vue mécanisme, pour réduire les émissions carbone du bâtiment, par le biais des certificats d'économie d'énergie, par le biais des systèmes de MaPrimeRénov', par l'ANA, etc., on a des réponses, on a des solutions. Ce qu'il faut, c'est considérer que dans un bâtiment tertiaire, les ressources naturelles sont liées à l'eau, aux déchets et à l'énergie, et que ces mécanismes soient un petit peu moins silotés entre l'eau, l'énergie, etc., mais concernent l'ensemble des problématiques de ressources dans un bâtiment
et dans le tertiaire, c'est-à-dire l'eau et l'énergie, essentiellement. On arrive quasiment au terme de ce podcast. Je vous donne le mot de la fin. Sébastien Marlier, directeur général de BWT France. Voilà, le mot de la fin. Il faut être quoi? Il faut être confiant, il faut être optimiste. Le chemin va être long et dur, pour reprendre une expression de Stéphane Gilbert. Oui, il faut vraiment rester optimiste. Et il y a plein, c'est toujours ces moments de révolution, un peu de changement et de contrainte. C'est aussi l'opportunité d'avoir un comportement plus vertueux. Et c'est comme ça qu'on le fait aussi chez BWT. Et je pense toujours à notre slogan de notre actionnaire qui est Change the world sip by sip, c'est-à-dire que tout le monde est concerné, tous les citoyens, pour économiser l'eau. Et sip by sip, c'est-à-dire gorgée par gorgée, c'est que ça va se faire petit pas par petit pas. Mais c'est tous ces nombreux petits pas. On est 70 millions de Français, on est plus de 6-7 milliards sur Terre. Et c'est vrai qu'il y a un travail individuel à faire chacun pour arriver à, on va dire, économiser cette eau, la préserver et en prendre soin. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de ce podcast, donc à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau. Bonne journée mondiale de l'eau à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Sébastien, rendez-vous en 2025 pour une autre initiative. Bien sûr, comme chaque année, ça fait maintenant 3 ans qu'on est à l'initiative de la journée mondiale de l'eau et on sera au rendez-vous. Eh bien, rendez-vous pris. Merci une nouvelle fois, merci beaucoup, messieurs, et à toutes, donc une très belle journée mondiale de l'eau 2024.